Alors, la vidéo avec BHL, elle dure 1h30, hein, les gens. Donc, on va faire des passages. Hein. On va aller sur des passages qui nous intéressent. Par exemple, la règle du jeu, la revue littéraire de BHL, on s'en bat les couilles. Je n'ai plus de sommeil naturel depuis des décennies, on s'en tamponne le coquillard. Est-il drogué à la guerre? On va regarder, ça m'intéresse. Moi, je suis fasciné. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des gens qui le prennent au sérieux? Parce que moi, j'ai l'impression que les gens qui invitent BHL savent très bien que BHL n'est pas un grand intello, mais qui sert un discours qui leur sert. Que ça va être l'intellectuel un peu mobilisable pour donner un côté un peu intelligent à ce qui est dit, mais que personne ne le prend au sérieux. Vous pensez qu'il y a des gens qui le prennent au sérieux? Lui, il y a Ariel Dombal. Même ma daronne de droite, elle le méprise. Bah oui. Il y a des normés qui le prennent premier degré. Mais moi, la dernière fois que je l'ai pris au premier degré, c'était que j'avais 14 ans. Je regardais une émission, je crois que c'était l'émission de Ruquier. Et on l'invitait en tant que philosophe. Et je me suis dit, ah, c'est ça un philosophe? Ah d'accord, il faut l'écouter, ça c'est un philosophe. Voilà, j'avais 14 ans la dernière fois que je l'ai pris au sérieux. Allez, c'est parti pour BHL. Tac. Hitler. Oula. La première phrase qu'il prononce là, on arrive au hasard et Hitler. Mais vous n'êtes pas non plus un antimilitariste convaincu. Vous n'êtes pas non plus un antimilitariste convaincu. Je crois que c'est l'euphémisme le plus doux à dire à l'égard de BHL. Il n'est pas un antimilitariste convaincu. C'est tout le contraire d'un antimilitariste. Il a soutenu toutes les guerres. Il n'y a pas un moment où il n'a pas dit non, on va pas en guerre. Non, stop, on arrête. Il a soutenu toutes les guerres de l'OTAN. Et même lui, il est plus offensif que l'OTAN. Il est plus va-t-en-guerre que l'OTAN. Non mais... Je crois qu'il y a des guerres justes. Quand un peuple opprimé ou quand une démocratie attaquée n'ont pas d'autre choix, il faut faire la guerre. C'est tellement une phrase de con, ça. Je suis pas... Alors, oui, je suis antimilitariste, mais moi, je pense que parfois, il y a des guerres, elles sont justes, surtout quand t'as pas le choix. Oui, bon, tout le monde, quoi. C'est-à-dire, oui, t'as pas le choix, c'est dans le sens même du truc. Si t'as pas le choix de faire la guerre, tu vas faire la guerre. Mais là, de faire croire, le problème, c'est quand tu fais croire qu'il n'y a pas le choix. Évidemment que n'importe qui, s'il n'a pas le choix de faire la guerre, il va faire la guerre. C'est dans le concept, c'est dans l'idée même de, j'ai pas le choix. Mais arrête de nous faire croire que là, il n'y avait pas le choix. Alors, oui, je suis contre les guerres, mais les guerres justes, je suis pour. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà justifié de faire la guerre en disant c'est une guerre injuste? Je suis pour cette guerre et en plus elle est injuste, donc je suis pour cette guerre injuste. Oh là là, philosophe de merde. Vraiment, c'est le pire philosophe de tous les temps. Moi, je suis pour les guerres injustes uniquement. Il est bon, il est juste, il est nécessaire pour nous tous, pour la sécurité de l'Europe, que l'Ukraine se défende. Pour se défendre, il faut des armes. Et les armes, malheureusement, c'est la guerre. Est-ce que vous pensez que parfois il a une culpabilité du nombre de morts dont il est responsable? On rappelle que BHL, c'est celui qui a incité Sarkozy à attaquer la Libye et tout. Hein. On rappelle toutes les guerres qu'il a incitées à travers l'OTAN. Est-ce que vous pensez qu'il se regarde dans le miroir et il se dit j'ai sauvé des vies et j'ai fait ça pour la justice, la liberté? Ouais, je pense qu'il dort tranquillement. Hein. Mais profite de tes sommeils tranquilles dans cette vie, BHL. Moi, je te le dis. Hein. Profite des sommeils tranquilles dans cette vie parce que j'aimerais pas être à ta place dans la vie d'après. Hein. Y a-t-il un reflet déjà? Attends, non, attention, parce que ça, moi, je pense que ça, c'est sérieusement, je pense premier degré, de dire qu'il n'y a pas de reflet dans le miroir à BHL. Je pense que premier degré, tu peux rapidement trouver un truc antisémite, parce que tu vas penser à Dracula ou à Nosferatu, et Nosferatu, c'est aussi une caricature antisémite. Et ça, c'est sérieux, hein, Nosferatu, il y a vraiment un sous-texte antisémite. Donc attention à vos blagues. Et notamment la caricature de Nosferatu qui ressemblait aux caricatures de juifs de l'époque. Non mais vous pouvez kiffer Nosferatu, c'est un film de malade. Mais il peut exister, il y a des interprétations de sous-textes dans lesquelles on pourrait soupçonner un antisémitisme, les gens. Mais le film est bien en lui-même. Mais voilà, en fait, il y a des analyses qui vous montrent qu'il y a peut-être un sous-texte antisémite là-dedans qui ne sont pas totalement délirantes. Voilà, notamment la caricature du juif physiquement qui apporte la peste, voilà. Mais après, moi j'ai beaucoup kiffé le dernier Nosferatu. Hein. Pas quand je suis en reportage. Quand je suis en reportage, je me sens, du côté de la mort. Les reportages de guerre, vous êtes du côté de la mort. Non mais il doit vraiment... Tu vois comment il doit être en soirée mondaine. Il doit être insupportable à se la jouer, reporter de guerre. Ça vraiment, je rêve d'être une petite souris et d'assister à ces soirées mondaines là. Ils sont tous en train de se branler mutuellement. En fait, je suis sûr que personne s'écoute et tout le monde se branle sur lui-même et qu'en fait, comme ça, tout le monde est content. Tout le monde parle de lui-même. Voilà, ils se parlent, mais en fait, chacun parle de lui-même. Ils se branlent, ils sont heureux. Ils ont éjaculé partout et la soirée est terminée. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah oui. Soirée biscotte. Ah, putain. Moi, j'ai vécu quelques expériences de ce genre, et je les évoque aussi. Oui, bien sûr. Je raconte le mail. Alors ça, pour moi, les gens, vous voyez derrière, ça c'est une bibliothèque qui n'est pas lue, ça. Voilà. Pour moi, c'est tellement bien rangé que c'est pas lu. C'est une déco pour moi. C'est pas possible que tu lises et que ce soit comme ça, parfaitement propre. Quand je rentre chez quelqu'un et que je vois sa bibliothèque parfaitement rangée, je sais qu'il a pas lu. Comme pendant la Révolution française, le seul qui dormait, c'était le pauvre Lafayette qu'on appelait le général qui dort. Et Danton
qui dans le métro aurait été un des premiers à passer à la guillotine. Mais il se compare à la Révolution française. Mais il a quelle image de lui, BHL? Salut tout le monde, et oui, c'est encore moi qui coupe la vidéo. Comme d'habitude, c'est pour vous rappeler tout d'abord de liker cette vidéo, mettez un petit pouce, ça aide toujours, de partager la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, si vous avez l'envie, mais surtout la possibilité de me soutenir financièrement, eh bien allez dans la description de cette vidéo, il y aura un petit lien Streamlabs sur lequel vous pourrez donner de l'argent. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui le font et qui le font aussi en envoyant des messages trop gentils. Merci à vous. En plus, je les lis là, je suis en train de les lire. Donc, notamment, merci à une certaine Salema et une certaine Jemila qui ont donné plusieurs fois avec toujours des super messages. Merci à vous. Et j'allais dire, je vous laisse continuer avec BHL, mais c'est pas sympa. Mais bon, on se fout de sa gueule, donc c'est un petit peu sympa. Allez, bonne continuation. Quand l'histoire universelle se précipite, il y a des forces qui se déchaînent et il ne faut pas les laisser être plus fortes que vous, quoi. Il faut en effet rester en éveil. Voilà. Il se prend pour Lénine. Il est en mode, là, il y a la révolution et tout. Je suis sûr qu'il se prend en mode, je change l'histoire du monde, moi. Et on vous reproche en ce moment de ne pas pleurer de la même manière les victimes d'une autre guerre, celle qui se passe à Gaza en ce moment entre Israël et le Hamas. Est-ce que vous trouvez ça injuste et injustifié? De un, les gens n'en savent rien, si je pleure ou si je ne pleure pas. Mais t'arrêtes pas de t'exprimer dans les médias, donc il y a un moment on voit si tu pleures ou si tu pleures pas. T'es H24 dans les médias. Arrête de faire genre t'as un secret, t'es une tombe et tout. T'arrêtes pas de t'exprimer. C'est ça qu'on n'arrête pas. On n'en peut plus tellement on connaît tous tes trucs. Les gens qui me reprochent ne lisent rien. En fait, s'ils lisaient Nuit Blanche, ils verraient que je les pleure. Ouais. Il y a des pages sur ce sujet précis. Oui, j'ai écrit je les pleure. C'est bien la preuve que j'étais triste. Il y a une page, j'ai dit je suis quand même un peu triste pour les Palestiniens. Vous voulez quoi de plus en fait? J'ai dit que parfois j'étais triste. Où j'explique que je pleure littéralement les morts civils de Gaza. Littéralement, il pleure littéralement. Qui y croit? Qui y croit dans le chat que BHL, il pleure littéralement? C'est-à-dire qu'il a des larmes. Il y avait Gaza, il était là en train de pleurer parce qu'il y a des Palestiniens qui meurent. Que ces morts civils de Gaza, il y a un responsable de leur martyr, c'est le Hamas. Ah, t'as encore ce discours. C'est quand même l'une des avancées qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent tenir ce discours-là et qui osent tenir ce discours-là de il n'y a qu'un responsable, c'est le Hamas. À la rigueur, ils disent bon, maintenant c'est Israël et le Hamas. Voilà. C'est le Hamas, oui, le Hamas sont responsables et Israël. Mais de dire encore que Israël n'est pas responsable, là, parce que quand tu dis que le seul responsable c'est le Hamas, t'es en train de sous-entendre que Israël n'est pas du tout responsable, quoi. C'est le Hamas, à cause du 7 octobre et de la prise d'otages monstrueuse qui est au démarrage de tout ça. Et ça, encore une fois, mais si le 7 octobre peut justifier le fait de massacrer une population entière, alors tu peux facilement dire que les Palestiniens avaient des raisons justifiées de prendre les armes contre Israël quand tu vois les crimes passés. Je comprends pas cet argument de Israël, c'est normal qu'ils fassent ça, ils se sont fait tuer le 7 octobre. Oui, mais quand tu vois l'histoire, avant le 7 octobre, il y avait déjà des Palestiniens qui étaient tués, il y avait déjà des Palestiniens qui étaient colonisés. Et donc, si on reprend la même logique, tu pourrais dire, c'était justifié les attaques des Palestiniens. C'est ça que je comprends pas dans leur truc. Ah, c'est justifié. Parce qu'il s'est fait un bouclier de ses propres enfants. C'est quoi là? En fait, on va avoir tous les arguments nuls pro-israéliens qu'on n'arrête pas de détruire depuis un an, c'est ça? Il ne fait pas la chose la plus simple qui arrêterait les morts, qui serait de rendre les armes. Non, mais j'aime beaucoup cet argument mais en fait, Israël a juste à rendre les armes. Mais en fait, c'est le même argument de Poutine à l'égard de l'Ukraine. C'est quand même bizarre que vous révoltiez quand Poutine dit non mais les Ukrainiens ont qu'à rendre les armes et c'est bon, on fait la paix. Et que vous n'arrivez pas à avoir le problème quand c'est en Palestine, vous dites non mais les Palestiniens ils ont juste à rendre les armes, à abandonner et à se laisser coloniser et c'est bon. C'est bon, après on arrête. Dès qu'ils disent qu'ils ont perdu et qu'ils se laissent mourir et qu'ils perdent leur pays, c'est bon. Pourquoi à BHL on l'a jamais dit, mais pourquoi ce que vous critiquez chez Poutine, vous le soutenez chez les Israéliens? C'est vrai qu'au début je connaissais pas vraiment le conflit, donc je comprenais pas pourquoi on critiquait Israël, et clairement c'est le Hamas et Israël qui sont en tort. Alors déjà en fait ce qui est intéressant, vous voyez, ce qui est intéressant dans vos comparaisons, c'est que vous parlez d'une organisation politique et d'un pays en général. Pourquoi vous dites jamais c'est la Palestine et Israël qui sont en tort? Pourquoi vous dites jamais ça? Parce que quand on dit c'est Israël et Palestine, vous voyez tout de suite le rapport de domination et le rapport de colonisation. Sauf que réduire la Palestine au Hamas, parce que même si tu parles que du 7 octobre, il n'y a pas que le Hamas qui a participé au 7 octobre, il y a d'autres organisations palestiniennes. Sauf que pour vous, c'est très pratique de réduire à Hamas contre Israël, parce que Hamas est une organisation islamiste, et donc vous pouvez jouer sur tout le truc islamiste, terroriste, extrême droite et tout, les méchants qu'il ne faut pas soutenir. Par contre, quand on replace sur la situation concrète qui est en fait les Palestiniens qui se font soit massacrer à Gaza, soit colonisés en Cisjordanie, ça change tout de suite la teneur du débat.
Et on voit que s'il y a bien un pays qui est en train de coloniser, qui est en train de détruire un autre pays, c'est pas la Palestine à l'égard d'Israël, c'est l'Israël à l'égard de la Palestine. Donc faut aussi arrêter avec ce truc, la guerre Hamas-Israël. Faut arrêter avec ça. Se protègent derrière des civils. Et d'une certaine manière, ceux qui attaquent, c'est Tsahal, c'est Israël. Pour se défendre peut-être, mais c'est eux qui exercent. Pour se défendre peut-être, mais c'est pas pareil. Ceux qui attaquent, oui, à l'origine, le 7 octobre, c'est le Hamas, évidemment. Pas seulement à l'origine, le 7 octobre. À l'origine, le lendemain, le 8 octobre, c'est le Hezbollah libanais. Waouh. Ça va être dur, hein, ça va être dur de tout suivre. Hein. Oui, et avant l'histoire commence le 7 octobre. Le nombre de morts, le nombre de colonisés, le nombre de prisonniers palestiniens et tout, ça ne les intéresse pas. C'est que le 7 octobre. C'est la date. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils t'interdisent de réfléchir avant. Là, tout le camp de la raison, de la rationalité. Nous, on n'est pas des uluberlus fondamentalistes qui croient à un texte religieux. Non, nous, on est la rationalité. Ils t'interdisent de penser avant le 7 octobre. C'est-à-dire que pour vous, la réponse d'Israël et de Tsahal est mesurée, est à la bonne échelle, au bon niveau. Mais elle est au sens propre mesurée. Waouh. Non mais attendez, et c'est là que tu vois la folie de la France actuellement. C'est-à-dire que si jamais il y avait quelqu'un qui disait le 7 octobre c'était mesuré, à juste titre il serait poursuivi et il serait condamné. Ok ? À juste titre. Mais tout de suite dans l'heure. Il y a un intellectuel qui arrive et qui dit le 7 octobre, l'attaque du 7 octobre par les Palestiniens était mesurée. Tout de suite, il se fait descendre. Et pourtant, le 7 octobre, c'est quoi? C'est 1300 morts. Là, on a des dizaines de milliers de morts minimum. Je pense qu'on n'est pas loin de 100 000. On a des enfants qui sont déchiquetés. On a des bébés morts. On a un peuple entier en famine. On a un territoire rasé. Et un intellectuel peut dire le plus tranquillement du monde, sachant aussi, avant de venir sur ça, sachant aussi qu'il y a plein d'organisations, dont des organisations liées à l'ONU, qui disent que là on est soit proche d'un génocide, soit dans un processus génocidaire. Donc il y a des gens qui parlent de génocide et pas des uluberlus. On parle d'organisations, d'ONG sérieuses, quoi, qui ont déjà prouvé leur sérieux par le passé. Donc il y a des gens qui alertent sur le génocide et il y a quelqu'un qui peut dire, sans être inquiété, le moins du monde, sans que personne vienne faire la leçon, les Enthoven, les Caroline Fourette, vous savez tous les gens qui défendent la rationalité, l'esprit critique et le camp de la raison et de l'humanité. Aucun n'est choqué par le fait qu'un intellectuel dise que là ce que fait Israël c'est mesuré. C'est-à-dire qu'il y a peu de tirs israéliens, peu, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu qui ne soient littéralement mesurés dans le but et l'intention qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. À chaque fois, il y a dans les batailles... Mais on s'en fout des intentions. En fait, il faut arrêter de parler des intentions. On s'en bat les couilles des intentions. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Genre, tu peux larguer une bombe avec l'intention de libérer le monde. Si au final tu tues des bébés, des enfants, des innocents, t'as tué des bébés, des enfants, des innocents. Ce truc déjà, les intentions, je peux pas les vérifier en intérieur. Je peux pas aller dans leur être et voir quelles étaient réellement leurs intentions là-dedans. Mais il faut arrêter de jouer sur les intentions. Il faut regarder la réalité matérielle, le nombre de morts en réalité. Et ils sont pas. Je veux dire, tu demandes aux Palestiniens qui ont été déchiquetés et que tu leur dis ouais mais c'est avec des bonnes intentions, ils te crachent à la gueule en fait. Génocide par inadvertance. Oui. Et imaginons même qu'au début, tu te rends compte que tu as fait des erreurs et en fait les bombardements que tu lances tuent des innocents. Et en fait, ça fait un moment qu'on pointe du doigt que les bombardements israéliens tuent trop d'innocents, beaucoup trop d'innocents. La proportion d'innocents, c'est presque 90% des victimes. 90% des victimes sont des victimes civiles. Il y a un moment donné, même si tu as les meilleures intentions du monde, t'arrêtes. Et justement, si t'avais les meilleures intentions du monde, ce serait d'arrêter. Si ton intention, c'est de sauver des vies humaines, c'est d'éviter les morts civiles, et que tu sais que si tu fais une bombe, ça tue 90% de victimes civiles, tu ne lances pas la bombe. Si ta motivation, c'est d'éviter les victimes civiles. En fait, c'est un simple calcul, quoi. Donc arrêtez de nous dire les intentions, c'est de pas tuer des victimes civiles. Si c'était vraiment ça les intentions, ils ne lâcheraient pas des bombes. Il y a dans les bataillons israéliens des hommes de droit, des avocats ou des légistes, qui sont en mesure de contester un ordre en direct, de demander l'annulation d'une frappe, parce qu'ils pensent que cette frappe... Oui, mais ça c'est très évident que les soldats, que ceux à qui on donne des ordres ont la capacité d'arrêter et de ne pas le faire parce que leur éthique leur dit que c'est pas bien. Je veux dire, on a quand même eu les preuves par le passé, hein. On a quand même eu les preuves par le passé que les soldats, ceux à qui on donne des ordres, quand leur éthique s'y oppose, ils obéissent pas.
Non. Tout le contraire, en fait. Et même, un des moyens, et d'ailleurs, il en parle, Gunther Anders, dans L'obsolescence de l'homme. L'un des moyens de préserver ta conscience quand tu sais que bon bah c'est peut-être pas cool de faire ça, de lancer des bombes, c'est dire ouais on m'a donné des ordres. D'ailleurs l'administration, l'armée et tout le sait que l'un des moyens de faire en sorte que les soldats suivent des ordres, c'est des ordres et que donc eux ils peuvent défausser leur culpabilité sur les autres. Oui mais le test 1000 grammes et tout, mais il y a plein. Il suffit de voir l'histoire. J'irais même lui dire et tu peux faire des choses horribles avec des bonnes intentions. Il y a beaucoup de colons qui pensaient vraiment aider les populations là-bas à connaître une évolution civilisationnelle. On va les aider, les bons sauvages. Donc tu peux, même avec des bonnes intentions, tu peux faire des horreurs, quoi. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Réfléchir, c'est désobéir. Voilà, c'est un vrai truc qui se dit à l'armée. J'étais choqué, j'ai annulé cash mon inscription. C'est la condition sine qua non pour faire des horreurs, quoi. Tu te dis oui, bah, mais ça, c'est aussi toute l'horreur du nazisme. Et il suffit d'aller lire Chapoutot pour voir que, en fait, t'as beaucoup de soldats allemands, de soldats même engagés dans l'armée et qui, en fait, n'étaient pas spécialement profondément convaincus par l'idéologie nazie, mais qui se disaient bon bah voilà, c'est les devoirs, il faut le faire ça. En plus, on nous a dit qu'on faisait ça pour le bien, donc on va faire ça pour le bien. Après, les nazis étaient d'accord avec le génocide, ils pensaient que faire ça pour sauver leurs enfants. Bah oui, mais en fait, on les a convaincus de faire ça. En fait, il y avait l'idée de c'était nous ou eux. Et je pense que c'est pareil pour les soldats israéliens. Pour les soldats israéliens, quand bien même c'est triste de voir des enfants morts, ouais, c'est triste de voir des enfants morts, mais ils sont rentrés dans l'idée que bah c'était eux ou nous. C'est soit on les laisse vivre, ils vont nous tuer, soit on est malheureusement obligé de les tuer. C'est la logique qui habite beaucoup de gens, quoi. Oui, c'est un discours qui revient régulièrement. Ils veulent tous nous massacrer, ils veulent notre mort, même en parlant des civils. Mais c'est dernièrement, là, vous avez vu Enthoven qui a dit la différence entre le Hamas et Israël, c'est que Israël peut commettre un génocide et ne le fait pas, et le Hamas veut commettre un génocide mais ne le peut pas. Je sais pas si elle a utilisé le mot génocide, mais bref, on va reprendre parce qu'après on va me dire j'ai mal cité, mais en gros un massacre. Israël peut commettre un massacre mais ne le fait pas, mais ne le veut pas. Le Hamas veut commettre un massacre mais ne le peut pas. Et tu dis, oui, c'est très bien, mais c'est encore le discours hors sol de Enthoven. Oui, c'est très bien, d'accord. Allez, imaginons même que les Palestiniens... Sauf que dans la réalité, bah, c'est Israël qui est en train de commettre un massacre. C'est très bien le monde des idées, c'est très beau dans le monde des idées, tout marche, tout est logique et tout. Dans la réalité, c'est le contraire qu'on voit. Je demande, avec d'autres, depuis 1 an, que cette guerre s'arrête. Et pour que cette guerre s'arrête, il faut que une pression soit exercée, pas sur Israël, mais sur le Hamas et sur le Hezbollah. Oui, bon là, je rappelle, c'est le discours aussi de Poutine, quoi. Lui aussi, Poutine va te dire, oui, mais moi aussi, je suis pour que la guerre s'arrête. Je suis pour la paix. Ça fait 3 ans que je dis qu'il faut faire la paix. Et pour ça, il n'y a qu'une condition, c'est que l'Ukraine s'avoue perdant. T'es très pacifique hein, quand tu fais... Non, mais si l'autre, il admet qu'il a perdu, moi, je suis pacifique, hein. Mais est-ce que Israël, en tant que pays démocratique, occidental, qui est en position de force, peut aussi prendre une décision de... C'est dingue, hein, parce que le journaliste, il est pas si mauvais, quoi. Pour l'instant, il est pas si catastrophique que ça. Il lui pose les bonnes questions. Attendez, il décrète un cessez-le-feu unilatéral. Oui. Après, étape d'après, il négocie avec le Hamas. C'est le Hamas qui est au pouvoir aujourd'hui à Gaza. D'accord. Il négocie avec le Hamas. Étape suivante. Oui, mais le Hamas doit bien négocier avec Netanyahou qui est au pouvoir et qui a massacré la moitié de la population, quoi. Enfin, je vais pas dire la moitié de la population parce qu'ils vont nous reprendre et tout. Le Hamas est obligé aussi de négocier avec Netanyahou qui a massacré une bonne partie de la population, qui a affamé des enfants, qui a détruit tout le territoire. En fait, le discours de Israël va quand même pas négocier avec le Hamas, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Le Hamas doit aussi négocier avec une force qui les a massacrés. Je suis obligé d'en arriver à la conclusion que ces morts, ces enfants qui meurent, ne peuvent pas être épargnés, que c'est un dommage collatéral obligatoire. Non, ils pourraient être épargnés si le Qatar, la Turquie, la Russie, l'Iran, tous les pays parrains du Hamas qui ont de l'influence sur lui, avaient dès le premier jour fait pression, leur avaient tordu. Non mais c'est quoi ces conditions? Mais c'est comme si je te disais non mais on peut penser à la paix. Il suffit que la Chine, les États-Unis, l'Iran, la Russie, la France se tiennent la main ensemble et disent on fait la paix. C'est tout ce qui suffit. Mais moi, traitez-moi de rêveur, traitez-moi de doux rêveur, je m'en fiche, j'y crois. C'est tellement hors sol ce qu'il dit, ça n'a tellement pas de sens. Il suffisait que les méchants soient gentils. C'est son discours. On est dans une situation paradoxale. Aujourd'hui, la guerre de Gaza est quasiment terminée. Pendant tout le temps de cette guerre... Il a des infos là, je comprends pas là. C'est quoi? C'est ça, le territoire il est rasé, donc oui, c'est terminé quoi. Oui, il y a plus rien, donc oui, il y a un moment donné, oui. On nous parlait tous les jours d'appels à cessez-le-feu adressés à Israël, mais jamais au Hamas. Est-ce que vous avez entendu depuis 1 an? Non mais après le cessez-le-feu il est des deux côtés, espèce d'abruti. Et en fait, on constate que depuis 1 an, c'est surtout Israël qui est en train de bombarder les autres. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, tu vois bien qu'il y a un pays qui est en train de bombarder,
qui est en train de raser. C'est même pas bombarder, il a rasé le territoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette interview? Oui, mais d'une certaine manière, on a une plus grande exigence, envers Israël parce que c'est un pays démocratique, vous voyez? Bah, ah putain, mais les gens, je suis désolé, le journaliste, il est pas si mauvais que ça. Hein. Il pose les bonnes questions. Hein. Et là, c'est une excellente question, c'est de dire, vous arrêtez pas de dire qu'Israël est une démocratie par rapport à la Palestine. Donc c'est à Israël de lui demander d'être un vrai pays démocratique. Il le ménage. Mais oui, mais les gens, c'est obligé. Moi, je connais ce genre de choses. T'as invité BHL, il a accepté de venir, il a dû poser des conditions peut-être ou pas. Mais après, tu l'accompagnes et tout, t'es obligé de le ménager un petit peu parce que tu veux pas non plus qu'il quitte l'interview. Et puis, c'est BHL quand même. Je pense qu'il peut te détruire une carrière ou des trucs comme ça. Et je trouve que quand même, le gars, les gens, journaliste au Figaro face à BHL, ça aurait pu être beaucoup pire, franchement, pour moi. Moi, je suis un peu agréablement étonné. Hein. L'exigence qu'on a vis-à-vis d'Israël, pays démocratique, c'est qu'il ne fasse pas une guerre indiscriminée, qu'il mette un signe d'équivalence entre combattants et civils. Oui. Ça, c'est l'exigence qu'on a le droit d'avoir. Il faudra nous dire ce que c'est un combattant en Palestine. Hein. Parce que je rappelle que pour l'instant, le combattant en Palestine, c'est tout homme de plus de 13 ans. Voilà, dès qu'il y a un homme de plus de 13 ans, peu importe ce qu'il fait, s'il est mort, c'est que c'est pas un civil. Au moment où Israël, au bout d'un an, a fini par intervenir au nord, contre le Hezbollah, l'histoire des beepers, etc. Bien sûr. Ça faisait un an que le Hezbollah, mais soyez honnête, bombardait tout. Soyez honnête, non mais... tous les jours le nord d'Israël. Personne n'appelait à cesser le feu. Mais en fait, pourquoi ils bombardaient le nord d'Israël, le Liban? Est-ce que tu peux nous rappeler? Je veux dire, c'était la seule pression qu'ils pouvaient avoir pour essayer de soutenir à minima la Palestine. Et en fait, Israël est tellement surpuissant que plus personne n'ose bouger. Le problème, c'est que t'as des Libanais, t'as des personnes du monde arabe, les populations du monde arabe sont désemparées de voir que personne ne fait pression sur Israël. Et le petit acte qu'ils ont essayé de faire le Hezbollah, c'est de bombarder le nord d'Israël en sachant que de toute façon, ils allaient se faire détruire. Vraiment la force du désespoir. Et là, ils essayent de nous faire croire que c'était la pire agression du monde. Et je rappelle aussi que Israël, en même temps, colonise la Cisjordanie. Pourquoi BHL ne dit rien sur ça? C'est quoi, la Cisjordanie en train de bombarder Israël? Pourquoi la Cisjordanie est colonisée actuellement contre le droit international? Oui, je suis libanaise. Il n'y a pas que ça, il y a aussi parce que les Israéliens sont encore dans le sud Liban. Oui, pardon, Agnès, aussi. Oui, pardon, merci de préciser ça. Et le Golan, hein, on rappelle la colonisation du Golan et tout. Bref, le nombre de territoires colonisés, occupés illégalement par Israël, c'est une folie. L'impunité de cet État est ahurissante. Et on dit la même chose de l'autre côté. L'autre camp dit oui, tout pour Israël, on ne dit rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout pour Israël, quoi? Quoi? Bah je sais pas, des millions pour l'armement, la France, les États-Unis qui apportent leur soutien, qui les assistent même quand il y a des menaces iraniennes, des accords économiques, un soutien indéfectible de toutes les puissances occidentales, des milliards, pardon, j'ai dit des millions, des milliards d'armements de la part des États-Unis et une assistance armée. J'ai quand même l'impression que c'est quand même un petit peu beaucoup. Ah mais après peut-être que c'est pas assez, hein, j'imagine pour BHL. Hein. Surtout que les bombardements sur Israël ça fait rien puisqu'il a le dôme de fer qui protège. Oui, on rappelle que les offensives d'Iran, en fait ce qui est un peu pathétique pour l'Iran, c'est que à chaque fois qu'ils ont répondu l'Iran, c'est en sachant que ça allait pas faire dégâts à Israël et c'est juste pour donner l'impression aux autres qu'ils ont un petit peu agi. Mais qu'ils ont toujours limité leur réponse pour que ce soit pas trop. Tu sais, c'est comme si toi tu lui mets une patate et lui il te fait tiens. Vous avez vu? Je l'ai pincé, hein. Vous avez vu? Je l'ai pincé, hein. Je vais pas me laisser faire, hein. C'est vraiment ça. Ils se font pour que, allez, on donne quand même l'impression de répondre, mais pas trop pour pas que ça s'emballe parce qu'on va se faire défoncer. Pour l'instant, réprobation mondiale, condamnation à l'ONU, des soldats israéliens qui peuvent pas venir dans certains pays parce qu'ils craignent d'être... Alors, en fait, les sanctions, c'est condamnation à l'ONU, c'est ça. Mais ça te pose pas des questions qu'ils soient condamnés à l'ONU. Je veux dire, attendez, mais pose-toi des questions s'ils sont condamnés à l'ONU. C'est quoi le truc, là? Mais l'Iran peut faire une opération d'ampleur contre Israël? Non, mais je pense que l'Iran sait qu'il perd face à Israël parce que attaquer Israël, déjà Israël a l'arme nucléaire, Israël est surarmé et surtout derrière Israël, t'as aussi les États-Unis. L'Iran, même s'ils le voulaient, ils auraient ils savent que c'est une guerre perdue quoi, s'ils se lancent dans la guerre. Et c'est pour ça que Israël fait tout pour partir en guerre contre l'Iran et que l'Iran essaye de tempérer le truc. Plus l'OTAN, oui, plus l'OTAN, Minato, oui. Et je pense que même, par exemple, des gens comme la Chine ou la Russie pourraient apporter un soutien à l'Iran, mais en même temps seraient un peu timorés dans le soutien, quoi. Parce que déjà, la Russie est occupée en Ukraine, la Chine, ça l'arrange pas trop. Donc, ouais, je veux dire, je pense que l'Iran serait vite isolé, il serait vite défoncé. Dans Nuit Blanche, je vous racontais une nuit avec Benjamin Netanyahu. Ça, c'est vrai. Oula. Une nuit, oui, une quasi-nuit, exact, oui. Vous ne vous comprenez pas dans ce que vous expliquez. Je ne comprends pas votre position, vous ne comprenez pas la sienne. C'est surtout une scène assez drôle, je crois, assez drôle. Parce qu'il y a en effet une discussion politique
Une nuit avec un criminel de guerre sous mandat international, oui, mais bon, c'est quand même un intellectuel qui est le camp de la paix, de la justice, de la rationalité, de la raison et de la civilisation. Il me dit qu'il porte un pacemaker. Il a flippé. C'est vrai. Bah oui, vous avez traversé au rouge en fait. Hein. Alors moi, je suis dans un pays où normalement on respecte la loi. C'est que le feu il est rouge en fait. Il était vert pour le. C'est pour ça qu'il vous a klaxonné. Bande de nuls. Et cette phrase est à la fois... C'est l'équivalent... C'est terrifiant. Terrifiant. C'est l'équivalent de la phrase de François Mitterrand dans ses derniers vœux. Voilà. Il fait l'éloge d'un gars qui est convoqué par le CPI parce qu'il a fait des crimes de guerre. Figaro, il y a quelqu'un qui peut faire l'éloge d'un criminel de guerre. Voilà, d'un gars qui est en train de massacrer une population. Non, il parle pas de Mitterrand, il parlait de Netanyahou. Est-ce que vous avez senti peut-être un tournant autoritaire chez lui? Ou certains traits de l'autoritarisme? Il a dû reformuler sa question parce qu'il a vu la gueule. Vous trouvez pas qu'il est un peu autoritaire? Enfin, non, mais je veux dire, est-ce qu'il a pas des traits qu'on pourrait trouver un petit peu autoritaire? Avant la guerre de Gaza, avant la guerre lancée par le Hamas, il y a eu cette réforme judiciaire qui voulait priver la démocratie israélienne d'une de ses plus belles armes. En fait, c'est vrai que nous, on parle beaucoup de ce que fait Netanyahou en Palestine, mais il faut parler aussi de la droitisation de Netanyahou, de l'État d'Israël, de comment il est en train de l'entraîner de plus en plus dans l'extrême droite, comment il est en train de supprimer le peu d'État de droit qu'il y avait en Israël et tout. C'est vrai qu'on oublie aussi que Netanyahou est si catastrophique en termes de politique intérieure israélienne et qu'il est catastrophique du point de vue de la démocratie israélienne. Démocratie israélienne, je mets des guillemets. Hein. Mais même du point de vue purement israélien de gauche, Netanyahou est une catastrophe. Quand on est colonialiste, il n'y a pas de démocratie. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Hein. C'est pour ça, les guillemets. Un chef de guerre, parce qu'il est, de fait, il est devenu un chef de guerre, qui mène plutôt bien cette guerre. Mais retenez tout, hein. Retenez tout quand il faudra faire le procès politique de ces personnes-là. Hein. Ils mènent bien cette guerre, hein. Ils la mènent bien. Hein. Il y a des enfants qui se font exploser, il est en mode, ils la mènent bien cette guerre. Hein. Apologie de crime de guerre, mais non, mais ça marche pas quand tu fais l'apologie d'Israël. Ça marche pas, c'est pas comme ça. Tu t'aurais dit ça du Hamas, ok, mais là non, parce que l'Israël c'est les gentils. Comment... Bonne année. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne année, moi aussi. Ben non, dis bonne année. Bonne année, moi aussi. Une démocratie qui tient bon après pas un an, mais 75 ans de guerre ininterrompue. La guerre, elle dure depuis 75 ans, en vrai. Ah bah oui, ça dure depuis 75 ans, oui, effectivement. Même un peu plus maintenant. Parfois la sensation que vous n'êtes pas capable de critiquer Israël. Oh, je sais pas d'où lui vient cette impression, mais ouais, moi aussi j'ai un peu parfois l'impression qu'il a pas l'air d'être capable de critiquer Israël. BHL, le roi du café fleur, ça me casse les couilles. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça, sa réaction? Ah, bah on fait ça, les deux derniers. Jean-Marie Le Pen, Mélenchon est un petit bonhomme. Jean-Marie Le Pen est mort hier. Quelle a été votre émotion, votre sentiment, votre première pensée lorsque vous avez appris la nouvelle? Je vous le dirai pas parce que même quand ce furent des adversaires politiques rudes, je ne commente pas la mort des gens. Voilà, je la commente quand je veux leur rendre hommage, quand ce sont des proches, mais quand ce ne sont pas des proches, il y a plus forte raison des adversaires, je dirais. C'est quand même bizarre qu'ils aient cette éthique-là quand c'est des personnalités d'extrême droite, tu vois, françaises, comme des Le Pen et tout. Je suis sûr qu'ils diraient pas ça si on avait demandé son avis sur Ben Laden, sur Yasser Arafat. Même Yasser Arafat, hein, qui a rien à voir avec Ben Laden, mais on lui demande son avis sur ça. Sur plein de gens, il est en mode non, c'est des connards. Je suis très heureux qu'ils soient plus là. Mais là, Le Pen, non, j'ai une éthique. Alors quelle a été votre réaction sur justement ces réactions politiques, médiatiques, populaires à son défaut? Populaire, vous voulez dire place de la République? Par exemple. Ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et comment vous vous sentez que vous voyez BHL dire que vous êtes dégueulasse? On doit se sentir propre, non? On doit se sentir bien. Qu'un BHL qui dit vous êtes un dégueulasse, tu es en mode waouh, merci. Waouh, ça fait je me sens bien là. Est-ce que vous trouvez encore que le Rassemblement national est dans la suite idéologique de Jean-Marie Le Pen ou non? Oui. Je suis désolé, mais là je pensais j'aimerais trop être à sa place et aller dans un resto et pas regarder le prix et prendre ce que je veux. Putain, mais c'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'être assez bien financièrement pour pouvoir aller dans un resto et pas regarder le prix et prendre ce que je veux. Moi, je fais ça et puis je regrette après. Ah bah moi, je le fais tout le temps, moi. Avec 3 CNET, c'est quoi 3 CNET? Des CNET, c'est des milliers d'euros de salaire net. D'accord, je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il a, Toby Lofi? Qu'est-ce qu'il y a, Wissam? 3 CNET. Ah, d'accord. Ok, j'avais pas compris la phrase. 3 canettes. Moi, j'avais compris 3 CNET.
C'est vrai que le RN ne fait plus d'erreur, ou en tout cas lisser son image, a changé. Mais d'accord, mais la politique, c'est pas une question d'image et de lissage. Là, ou alors, on n'est pas des communicants, ni vous comme moi. On est des citoyens éclairés. Essayons de parler de l'essentiel. Oui. Donc l'essentiel, c'est pas une image lissée, c'est les réflexes profonds. Donc, par exemple... Bon, au moins, contrairement à certains, ils considèrent encore le Rassemblement national comme d'extrême droite. Reconnaissons-lui ça, il y a très peu de choses à reconnaître à BHL. Après, la question entre RN et LFI pour qui il vote, je pense qu'il va dire « Ah bah, je préfère l'extrême droite ». C'est l'attitude vis-à-vis de l'Europe, la méfiance vis-à-vis de l'Europe. Ah mais non, mais c'est vraiment les pires raisons pour lesquelles il est anti-RN. J'avais oublié que pour eux, la première chose pour laquelle ils sont anti-RN, c'est qu'ils sont anti-Europe. Quand même, ils sont anti-Europe. Alors que nous, ça serait peut-être l'une des raisons où on est en mode oui, je comprends, l'Union Européenne, c'est de la merde. Et encore, eux, ils sont contre l'Union Européenne, pas du tout pour les mêmes raisons que nous, hein. Et même ça, c'est plus vrai. Oui, en plus, ils ont plus. C'était avec l'époque de Philippot où ils étaient très anti-Union Européenne. Ils le sont plus maintenant. Moi, je ne le suis. Tendre la main à Poutine, comme ils l'ont fait. Moi, j'ai une question. Ceux qui disent que c'est scandaleux de tendre la main à Poutine, moi, je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci. Par exemple, BHL qui dit que c'est une honte de tendre la main à Poutine. Est-ce qu'ils vont dire pareil, par exemple, de tendre la main à Trump, comme dirait Badi. Trump. Est-ce que c'est pas une honte de tendre la main à quelqu'un qui menace d'envahir le Canada, le Groenland, le Panama? Lui, il est dans une partie de civilisation, lui, vraiment, et je peux envahir qui je veux. Et c'est quoi la morale? C'est quoi la morale? La morale, c'est est-ce qu'on soutient un dictateur dont on sait maintenant qu'il est écrasé dans des broyeurs? Bah, ça serait intéressant, BHL. Est-ce que tu peux nous dire les liens de la France avec l'Arabie Saoudite? Hein? Comment ça se fait qu'on t'entend pas trop condamner les liens plus que sympathiques et diplomatiques entre la France et l'Arabie Saoudite? Alors, et là, d'ailleurs, en termes de traitement des opposants, hein, voilà, ouais, ils ont de la thune. Bah oui, je pense que le courage s'arrête à un certain montant, le courage s'arrête, quoi. Est-ce qu'on est pour un peuple qui résiste depuis 2014, qui est le peuple ukrainien, ou est-ce qu'on est pour une Russie? Alors, si on est pour un peuple qui résiste depuis des années, je sais pas si tu es au courant de ce qu'on appelle le peuple palestinien. Ils haïssent l'Occident. Poutine, il hait l'Occident. Il hait l'Europe et il hait la France. Et il la méprise. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on est indulgent? Est-ce qu'on est fasciné? Ou est-ce qu'on est choqué? Moi je pense qu'un républicain, c'est quelqu'un qui est choqué. On dirait un cours d'éducation civique. On dirait vraiment... Alors, vous êtes des Français. Et Poutine, il déteste la France. Donc si vous êtes républicain, vous devez être choqué. Et vous devez dire, c'est pas bien. Voilà. C'est ça, je suis philosophe, j'écris des livres. On passe aux 3 autres lettres. LFI, la France Insoumise. Ah. Mes oreilles. Et apparemment, pour nombre d'entre eux, sans état. Putain, mais j'ai vraiment des réflexions de pauvre. Hein. Je vois ces bouteilles, je me dis putain, 7 balles 50. Et c'est le stress, quand vous allez au restaurant et qui vous dit aux plates ou aux gazeuses. Et t'es en mode, tu vas pas me niquer. Moi, je mets de l'eau de la cuisine, du robinet. Moi, ce que je veux, c'est du jus de robinet. Ce que je veux, c'est que je vais pas payer pour boire de l'eau, ok? Parce que quand tu dis aux plates, ils te ramènent une bouteille. Je suis en mode, non. Mais moi, un bon jus de robinet, je vais bien me désaltérer. On ne peut pas faire une alliance électorale avec des gens qui, au même moment, soutiennent le Hamas, appellent... Il n'y a même pas de demi-mesure, hein. Soutiennent le Hamas. Qui soutient? Font des appels au terrorisme, mettent... Pardon? Quoi? Pardon? Font des appels au terrorisme? Qui? Et carrément! Des appels au terrorisme! Non mais... Allô, terrorisme? Vous interrogez c'est le nouveau numéro vert du gouvernement. Ils l'ont mis en place. Le changement. Qui a le plus changé entre Jean-Luc Mélenchon et vous? Lui. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. C'est Mélenchon qui a le plus changé entre les deux. Et Mélenchon a changé en bien, en très bien, en très très bien même. Je le voyais déjà à l'époque dans l'entourage de Mitterrand, petit bonhomme essayant désespérément de capter un peu de l'amour du monarque. Bon, ça fait partie des trucs que je trouve un peu bizarres chez Mélenchon, la fascination derrière Mitterrand, mais je pense que, on en a déjà discuté, je crois, mais voilà, c'est un truc de jeunesse où il y avait une fascination pour un homme quand t'es jeune, un grand homme. En même temps, je la trouve bizarre, cette fascination, en même temps, je comprends, quoi. T'as des trucs de jeunesse, comme ça, t'es fasciné, ça reste, quoi. Oui, il est pas basé sur Mitterrand, bien sûr qu'il est pas basé sur Mitterrand, mais bon, si c'est que ça, on passe largement. Mais, en ce temps-là, il était médiocre, mais il n'était pas vil. Il a vraiment des catégories vraiment que de la morale. C'est pas bien. Il est méchant, il est gentil, il est vil. Il y a aucun argument quoi. C'est que de. Il est pas gentil.
Alors lui, il est gentil, lui, il est pas gentil. Moi, en revanche, à part l'âge, je suis à peu près le même, en tout cas dans mes... Il a toujours été un FDP, c'est vrai. Attendez, Il a pris quoi à manger? Il a pris une omelette à manger? C'est quoi le principe? Il faut être riche pour aller dans un restaurant et manger une omelette. Il y a déjà des gens qui ont fait ça? Il y a déjà des gens qui sont allés, là dans le chat, vous êtes déjà allé dans un restaurant, manger une omelette, manger un plat que ça vous met 5 minutes pour le faire chez vous? Vous avez déjà fait ça? Jamais. Oui, il y a des gens, vous avez déjà mangé une omelette? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Il y en a qui ont déjà fait une omelette, ok. Moi, j'ai vraiment les réflexions de pauvre en mode, je vais au restaurant, je vais pas manger ce que je mange habituellement chez moi. Donc, j'ai un peu du mal, par exemple, à commander un plat de pâtes. Vous voyez? parce qu'aujourd'hui, on ne manifeste pas pour la justice, on ne manifeste pas pour les droits des pauvres. C'est vrai que là, le grand mouvement contre la réforme des retraites qui retirait des années à des travailleurs qui étaient déjà dans la misère, voire même des travailleurs qui mouraient avant même de partir en retraite, c'était pas du tout, mais alors pas du tout un combat pour les pauvres. Enfin, faut qu'on fasse une manifestation pour PHL, faut qu'on fasse une manifestation en mode droit pour les pauvres. En fait, peut-être qu'on n'est pas assez clair. C'est ça, eux ils comprennent pas. Faudrait mettre une pancarte au début. On est pour les... Non, bah non, on n'est pas pour les pauvres. On défend les droits des pauvres. C'est une folie comment ils sont cons, hein. Frio a raison. Oui, Frio, moi là-dessus, je suis d'accord. Frio, il déteste le mot pauvre. Ça le saoule et il a totalement raison. Je sais que Dany et Raz, ils sont un peu anti-Frio. Alors, aussi pour troller, hein, bien sûr. Hein. Ils trollent beaucoup. Je sais que c'est beaucoup Raz qui troll sur l'image fac. On en a parlé hier avec Dany. Mais moi, le truc, il en a marre des pauvres. Frio, j'aime trop son explication sur les pauvres. Ça le fait chier, les pauvres. Il a trop raison. Parce que c'est trop une figure inoffensive, les pauvres. Oh, les pauvres. Ça fait un pauvre petite victime qui attend qu'on l'aide. Il a raison sur ça. Hein. Faut dire prolo, oui. Faut dire prolo, ouvrier, travailleur, ce que vous voulez. Prolétaire, classe populaire. Pour continuer sur cette gauche, vous employez un terme fort. Cette gauche est fasciste. Oui. Oui, parce qu'elle est pour la circoncision. Elle a rien dit contre la circoncision, donc on a déjà vu que c'était ce qui démarquait le fascisme, quoi. Et je suis désolé, vous avez déjà entendu Mélenchon sur la circoncision? Voilà, c'est QFD. Pourquoi? En quoi? Déjà parce qu'elle est antisémite, pas la gauche. Waouh. Il met pas de gants. La gauche est fasciste et elle est antisémite. Un grand nombre des dirigeants de LFI se conduisent aujourd'hui comme des fascistes. Le fascisme, c'est pas réservé à la droite. Hein. Vous avez une droite fasciste. Il y a un grand livre d'un historien qui s'appelait Zev Sternel, qui s'appelait la droite révolutionnaire, où il montrait que la droite pouvait être révolutionnaire, que la gauche pouvait être fasciste. Aujourd'hui, LFI renoue avec sa tradition fascisante. C'est quoi la gauche fasciste pour vous? C'est quoi une gauche fasciste? Par exemple, la gauche stalinienne, elle est autoritaire. Elle est extrêmement autoritaire, mais est-ce que c'est du fascisme? Est-ce que pour vous, Staline, on peut... Parce que, en fait, il y a un peu le problème de croire que l'organisation la plus horrible, c'est le fascisme. Mais je pense que l'organisation stalinienne était tout aussi horrible que certaines organisations fascistes, tu vois. Je veux dire, les goulags, tout ça. Mais pour autant, c'est pas du fascisme. Ça veut pas dire que, bon, pour moi, c'est pas du fascisme. Mais ça veut pas dire que c'est bien. Le stalinisme, l'autoritarisme stalinien et tout. Mais je ne mettrais pas dans la catégorie fascisme. Staline est de droite. Oh, putain. Pour vous, Staline égale fasciste? Bah peut-être, j'inviterai peut-être quelqu'un sur le fascisme et tout, et on en discutera et tout. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment de faire croire que si on veut dire que quelqu'un il est méchant, on va dire qu'il est fasciste. Non, pour moi, Staline c'était un ennemi, mais je ne qualifierais pas son régime de fasciste. Pourtant, il était autoritaire, les goulags et tout, mais il se reposait pas sur l'idée de tradition, vous savez, certaines valeurs fascistes. Voilà, une vision de la société. Staline n'est pas fasciste. Oui, voilà. Mais bref, on en discutera. Mais je pense que c'est parce que vous avez une conception morale du fascisme. Et quand vous dites fascisme, ça veut dire que c'est pas bien. Et effectivement, le fascisme, c'est pas bien. Et tous ceux qui sont méchants et autoritaires deviennent fascistes. Je pense que il faut qu'on arrive à avoir des termes un peu plus précis pour caractériser le régime stalinien et le distinguer du régime de Mussolini ou du régime de Hitler, vous voyez? Tout en étant frontalement opposé au régime stalinien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas une question de savoir si le régime stalinien était bien ou pas bien. Pour moi, forcément, il était pas bien. Et en plus, ce qui me tue là-dedans, c'est que le stalinisme a fait énormément de mal au communisme et aux idéaux communistes. Pour autant, je ne le qualifierais pas de fasciste. Mais bref, on en discutera peut-être une autre fois, les gens. Oui, totalitaire, mais même le terme totalitaire, c'est très difficile, mais on en discutera. Mais après, bon, voilà. Après, par contre,
Si pour vous, vous avez envie de dire que Staline est fasciste, bon, je vais pas non plus me... Ça va pas être un combat de ma vie, quoi. Oui, d'accord. Par contre, il y a un truc où là, Bad Mulch, il est teubé. Ben si, ça fait partie de l'histoire de la gauche, voilà. La gauche, il y a des gens qui ont pas été sympas. La gauche, il y a des gens qui ont été autoritaires. Oui, c'est l'histoire de la gauche. Arrêtez de... Ah non, quand c'est pas bien, c'est de droite. C'est vraiment la logique de Bad Mulch. Ben non, c'est de droite. Le RSS de Staline, capitalisme d'État ou État ouvrier dégénéré. Ça, c'est les vrais débats marxistes, ça. Et Mao? Bah pareil, Mao c'est pas un fascisme, mais c'est full autoritaire. Mais ça aussi, il faut voir aussi les rapports de force qu'il y avait à l'intérieur de la Chine communiste, de la révolution, tout ça c'est... Bref, évitons les caricatures. Trump fasciste, bah alors là, oui, pour moi c'est du proto-fascisme, Trump. Trump peut rapidement, pour moi c'est un proto-fasciste, c'est un fasciste en puissance. Alors, ce qui nous sauve pour l'instant, c'est que le régime américain n'est pas, malgré tous les défauts, hein, malgré pour moi c'est catastrophique hein, le régime américain, mais il n'est pas encore fasciste. Mais Trump peut facilement le faire dériver vers le fascisme, notamment avec le Project 2025 là. Alors je vais pas le dire en anglais parce que je saurais pas le dire. Donc pour moi c'est un fasciste en puissance et un fasciste il peut être élu le fasciste en puissance et après faire une action politique pour tourner vraiment dans un système fasciste quoi. Il a plein de caractéristiques qui peuvent faire penser au fascisme. Alors la circoncision, je vais arrêter avec ça, Par exemple, qui n'a jamais changé en moi, c'est que j'ai toujours été internationaliste. Ça, Oui, bon, non, mais toi, t'es l'internationaliste des capitaux et de la bourgeoisie. Voilà ce que c'est ton internationalisme. La circulation des capitaux et des bourgeoisies et tout. Mais pour le reste, non, t'as rien d'internationaliste. Arrête un peu. Arrête. Ou alors, l'internationalisme bourgeois, oui, la mondialisation économique actuelle et tout, d'accord, ouais. La gauche aujourd'hui, cette gauche-là, cette gauche, elle n'est même pas extrême. Cette gauche mélanchoniste, elle s'en fout des enfants des femmes iraniennes. Waouh, c'est grave, mais il faudra qu'on fasse une émission sur le truc de l'Iran en fait. L'Iran, ça leur sert trop de prétexte pour faire croire qu'ils s'intéressent aux populations du Sud. Hein. Et bizarrement, il n'y a que les femmes iraniennes qui les intéressent. Il n'y a que les Iraniens. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Pourquoi moi, il y a un truc tout simple. En fait, la question que j'aimerais leur poser au BHL, pourquoi vous prenez toujours l'exemple des femmes iraniennes et pas des femmes saoudiennes ? Hein? Pourquoi on vous entend jamais parler de la liberté? Parce que, vous dire, même si on veut parler de l'oppression musulmane, de l'oppression islamique à l'égard des femmes, pourquoi vous prenez toujours l'exemple de l'Iran et pas celui de l'Arabie Saoudite, où les femmes saoudiennes sont encore plus opprimées qu'en Iran? Je rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, elles avaient même l'interdiction de conduire hein, en Arabie Saoudite. Et pourquoi? Moi, je veux le dire tout simplement, parce que la France, voilà, ils sont potes avec les USA, ils sont potes avec la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Donc même là, quand ils essayent de faire les courageux en mode on défend les femmes iraniennes et tout, les femmes saoudiennes se rebellent, j'ai pas vu. En fait, t'es en train de dire que les femmes saoudiennes sont en train d'accepter docilement leur domination, c'est ça? Et que en fait, si on soutient les femmes iraniennes, c'est juste parce que c'est révolte, mais il n'y a pas de révolte du tout en Arabie Saoudite. C'est ce que t'es en train de me dire, Frodondo. Sérieusement. Vraiment, l'analyse des droitards et l'analyse. Vous avez vu le gars qui m'a aussi posté, j'ai dit, non mais attendez, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, moi je m'inquiète de l'islam parce que c'est un impact néfaste sur la société. Et je lui ai dit, non mais attends, si c'est vraiment un truc néfaste pour la société qui t'inquiète, bah, intéresse-toi au capitalisme. Et il y a quelqu'un qui m'a posté les photos de le Qatar et le pétrole. Il m'a dit, et ça c'est pas l'islam? Bah non. Non, le pétrole, une société qatari de pétrole et tout, non, c'est pas ça l'islam, c'est le capitalisme. Pour eux, en fait, dès qu'ils voient un arabe, c'est l'islam. Mais peu importe ce qu'ils font, ça c'est l'islam ça. Non mais... Et oui, et donc il parle pas des femmes saoudiennes parce que la France est alliée avec l'Arabie Saoudite. Et s'il s'intéresse tant au sort des femmes dans le sud, pourquoi il s'intéresse pas au sort des femmes palestiniennes qui meurent sous les bombes israéliennes? Le grand reproche que je fais à tous ces gens on termine sur ça, qu'on a vu pendant un an manifester contre le génocide à Gaza. Il le dit avec second degré, genre contre le génocide à Gaza. Oui, allez, contre le génocide à Gaza. Je les voyais pas manifester avec la même ferveur, ni même manifester du tout, contre les féminicides en Iran. Pas un mot. Et alors, imaginons, je vais finir sur ça, BHL. Imaginons que eux, ils soient dans le 2 poids 2 mesures. Allez, admettons que eux, ils bougent pour Gaza et ils bougent pas pour les femmes iraniennes. Ok. Et ben alors pourquoi vous faites pas les deux? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de faire les deux? De bouger pour les femmes iraniennes et pour Gaza? Pourquoi vous faites la leçon alors que vous faites pareil? Je comprends pas. D'accord, ils sont pas cool. Bah, bougez pour les deux. Écoutez, rien ne vous empêche. Hein. Allez, les gens. Merci à tous. Merci. Et surtout, ne lisez pas BHL. Hein. Voilà. Ça sera la conclusion de ce best-of. Je suis pressé de faire la fête comme on a fait avec Jean-Marie Le Pen. Merci. Regardez pas ces films. Ah si, c'est rigolo. Regardez les films de BHL, c'est très drôle. Hein. C'est très drôle.